Socialisme et développement rural de Julius Nyerere. Le second document politique post-Arusha fut publié par le président Nyerere en septembre 1967. Il y réclamait l'établissement de villages Ujamaa, communautés coopératives où les gens vivent et travaillent ensemble pour le bien de tous. Ce document analyse la signification du socialisme pour les zones rurales de la Tanzanie, c'est-à-dire pour la grande majorité des habitants de la République unie. La famille africaine traditionnelle vivait selon les principes de base de l'Ujamaa. Ses membres le faisaient inconsciemment et sans aucune notion de leur signification politique. Ils vivaient ensemble et travaillaient ensemble parce que c'était ainsi qu'ils comprenaient la vie et qu'ils se fortifiaient l'un l'autre contre les difficultés qu'ils devraient affronter. Les incertitudes du temps et de la maladie, les déprédations d'animaux sauvages et parfois d'ennemis humains, le cycle de la vie et de la mort. Les résultats de leurs efforts conjugués étaient divisés inégalement entre eux, mais selon les coutumes bien établies. Le partage veillait toujours à ce que chaque membre de la famille ait suffisamment à manger, de quoi se couvrir et un endroit pour dormir, avant que quiconque, même le chef de famille, ne reçût quelque chose de supplémentaire. Les membres de la famille se considéraient comme un, et leur langage et leur conduite soulignaient cette unité. Les premiers biens de l'existence étaient notre nourriture, notre terre, notre bétail. On s'identifiait par ces liens de parenté. Mère et père d'un tel, fille d'un tel, femme de telle ou telle personne. Ils vivaient et travaillaient ensemble, et le produit de leur labeur commun appartenait à la famille tout entière. Les postulats de l'existence traditionnelle Ujamaa. 3 postulats de base de la famille traditionnelle rendaient possible ce mode d'existence. On ne les mettait pas en question, on n'y pensait même pas. Mais la société tout entière était fondée sur eux, et destinée à les soutenir. Ils pénétraient les coutumes, les manières, l'éducation. Bien qu'ils ne fussent pas toujours respectés par tous, on ne les mettait pas en balance, chacun continuait plutôt à être jugé par eux. J'ai parfois dénommé le premier de ces postulats, ou de ces principes de vie, amour. Mais on utilise ce mot si souvent pour traduire une affection personnelle profonde qu'il peut donner une impression fausse. Respect conviendrait peut-être mieux, car le mot reconnaissait et reconnaît véritablement un engagement mutuel des uns pour les autres, sans toujours sous-entendre un sentiment plus profond que la familiarité. Chaque membre de la famille reconnaissait la place et les droits des autres membres. Et bien que ces droits fussent variables selon le sexe, l'âge et même les compétences et le caractère, il y avait un certain minimum en dessous duquel personne ne pouvait exister sans faire honte à la famille entière. Même la plus jeune femme d'une maison polygame se trouvait respectée, elle avait droit à sa propre maison et pouvait accéder à part entière aux produits communs du groupe familial. On lui devait aussi ce qu'on exigeait d'elle en retour, la loyauté familiale. Alors que le premier principe de l'unité Ujamaa se rapportait aux personnes, le second avait trait à la propriété. Tous les biens de base étaient tenus en commun et partagés parmi tous les membres du groupe. Il était admis que ce qu'une personne possédait comme nécessité de base, tous le possédaient. Personne ne pouvait souffrir de la faim tandis que d'autres entassaient des vivres. Celui qui avait la place en trop ne pouvait refuser de partager son toit. Dans le cadre de la famille élargie, et même dans celui de la tribu, le niveau économique d'une personne ne pouvait jamais s'élever trop par rapport au niveau économique des autres. L'égalité complète n'existait pas. On trouvait des gens à l'intérieur d'une famille, et des familles à l'intérieur d'un clan,
ou d'une tribu qui possédait plus que d'autres. Mais en général, ce surplus était le fait d'efforts supplémentaires de leur part. En plus, le système social était tel qu'en temps de manque, chacun y avait accès. Plus encore, les systèmes d'héritage étaient tels que presque partout, la mort conduisait à la dispersion, par exemple, d'un grand troupeau de bétail parmi un grand nombre de personnes. Il y avait des inégalités, mais elles étaient tempérées par les responsabilités familiales et sociales. Jamais elles ne pouvaient s'enfler jusqu'à entrer en lutte avec l'égalité sociale qui était à la base de la vie communautaire. Enfin, troisième principe, chacun avait l'obligation de travailler. Les travaux n'étaient pas identiques, mais personne n'en était dispensé. Chaque membre de la famille, chaque invité qui partageait le couvert et le toit trouvait naturel de se joindre à toutes les tâches nécessaires. Ce n'est que parce que le principe était universellement accepté que les deux autres pouvaient survivre. Les insuffisances du système traditionnel. Bien que ces trois principes aient été à la base de la pratique traditionnelle de l'Ujamaa, ils ne produisaient pas la sorte d'existence que nous désirions pour la Tanzanie. Si l'on fait exception d'échecs personnels à vivre selon l'idéal et les principes du système social, l'Afrique traditionnelle n'était pas composée de plus d'anges dévoués et laborieux que toute autre partie du monde. Deux facteurs essentiels empêchaient pourtant la société traditionnelle de fleurir pleinement. D'abord, bien que chacun respectât son camarade, on acceptait dans la plus grande partie du pays une certaine inégalité. Nous avons beau essayer de cacher le fait, mais malgré l'exagération dans laquelle se complaisaient fréquemment ceux qui nous critiquaient, il est exact qu'on considérait que les femmes de la société traditionnelle occupaient une place dans la communauté non seulement différente, mais dans une certaine mesure inférieure. On ne peut nier que les femmes faisaient et font toujours plus que leur part normale de travail dans les champs et au foyer. En vertu de leur sexe, elles souffraient d'inégalités qui n'avaient rien à voir avec leur contribution au bien-être de la famille. Il est faux de dire qu'elles ont de tout temps constitué un groupe opprimé. Il n'en reste pas moins vrai qu'au sein de la société traditionnelle, les mauvais traitements et la soumission contrainte étaient souvent leur lot. Voilà qui est sans doute incompatible avec notre conception socialiste de l'égalité de tous les êtres humains et du droit de tous à vivre en sécurité et en liberté dans la limite de la liberté et de la sécurité des autres. Si nous voulons que le pays fasse maintenant des progrès véritables et rapides, il est essentiel que les femmes vivent en termes de complète égalité avec leurs concitoyens masculins. La pauvreté. Tel est le deuxième aspect de la vie traditionnelle avec lequel il faut rompre. Nul doute qu'il y a eu un degré séduisant d'égalité économique, mais c'était une égalité à bas niveau. L'égalité est bonne, mais on peut en élever le niveau. Car rien de particulier au système traditionnel ne provoquait cette pauvreté. Elle était le résultat de deux choses. D'abord, l'ignorance. Ensuite, l'échelle des opérations. On peut les corriger sans toucher à la valeur et à l'applicabilité des trois principes du respect mutuel, du partage, de la production commune et du travail par tous. Ces principes étaient et sont toujours le fondement de la sécurité de l'homme, d'une véritable égalité humaine concrète et de la paix entre les membres d'une société. Ils peuvent aussi être la base d'un développement économique, si on utilise les connaissances et les techniques modernes de production. L'objectif. Tel est l'objectif du socialisme en Tanzanie. Bâtir une société dont les membres ont des droits égaux et des occasions égales, où chacun peut vivre en paix avec son voisin sans tolérer ni imposer l'injustice, sans être exploité ni exploiteur, et où chacun possède, avant que quiconque vive dans le luxe, un niveau de base de bien-être matériel
en continuel accroissement. Créer ce genre de nation exige que nous construisions sur les solides fondations des 3 principes de la famille ou Jama'a. À ces principes, il faut ajouter les connaissances et les instruments nécessaires pour vaincre la pauvreté qui existait dans la société africaine traditionnelle. En d'autres termes, il nous faut ajouter ces éléments qui accroissaient la production de chaque travailleur et rendent ses efforts plus satisfaisants pour lui-même. Nous devons prendre notre système traditionnel, corriger ses imperfections et adapter à son service tout ce que nous pouvons apprendre des sociétés technologiquement développées d'autres continents. La Tanzanie telle qu'elle s'est développée. Ce n'est pas ce qui s'est passé ces dernières années. Notre société, notre économie et les ambitions dominantes de notre peuple sont toutes très différentes actuellement de ce qu'elles étaient avant l'époque coloniale. Il y a eu acceptation des comportements et des idées sociales de nos maîtres coloniaux. Nous nous sommes débarrassés du gouvernement étranger, mais non encore de ces attitudes sociales individualistes qu'il représentait et enseignait. C'est en effet à partir de ces contacts d'outre-mer que nous avons développé l'idée que le chemin vers le confort et la prospérité, que chacun désire, passe par l'égoïsme et l'avancement individuel. Et bien entendu, dans un régime de type capitaliste, il est tout à fait vrai que quelques personnes peuvent obtenir une grande richesse et un grand confort. Même dans les sociétés les plus pauvres, celles où le montant total des richesses produites et disponibles dans la communauté est très faible, quelques personnes peuvent être riches, même si d'autres sont encore plus pauvres que nécessaire. Si vous abandonnez l'idée et le but de l'égalité, et permettez aux hommes habiles et fortunés d'exploiter les autres hommes, alors les récompenses éclatantes de la réussite matérielle attireront tout le monde, et les tentations de l'individualisme seront encore plus grandes. Personne n'aime être exploité, mais chacun de nous est tenté par des occasions d'exploiter les autres. Un résultat important acquis pendant les 40 dernières années a été la croissance des centres urbains et d'emplois salariés. En fait, seuls près de 4% des Tanzaniens vivent dans les villes, et moins de 340 000 personnes travaillent comme salariés, sur une population adulte totale d'au moins 5 millions. Malheureusement, la vie de ces petites minorités est devenue un sujet de grande envie par la majorité. La vie dans les villes a fini par être le symbole d'occasions d'avancement, de divertissement, de la présence des services sociaux, de tout ce qu'on obtient peu dans les zones rurales. Par-dessus tout, presque tout le monde est convaincu que la vie dans les villes est plus confortable et plus sûre, que les récompenses pour son travail sont plus grandes dans les centres urbains, et que ceux qui habitent la campagne sont condamnés à la pauvreté et à l'insécurité pour le reste de leur vie. Nos concitoyens ont beau avoir accepté l'objectif de richesse individuelle et croire que les emplois salariés et la vie en ville les y conduiront, il n'en reste pas moins vrai que c'est un objectif dénué de réalisme, surtout en Tanzanie. La grande majorité de ceux qui habitent la ville vivent très pauvrement. Dans la plupart des cas, ils vivent dans des conditions pires, tant du point de vue matériel que des satisfactions personnelles que les habitants des zones rurales. Un ouvrier non qualifié qui travaille en ville ou dans une propriété agricole gagne un salaire qui lui permet à peine de nourrir et de loger sa famille décemment. Assurément, la concentration de la population sur une petite surface rend essentiel, pour des raisons de salubrité publique, que la communauté consente un effort financier pour l'adduction d'eau propre dans chaque quartier. Assurément, elle rend aussi la vie sociale plus facile et les adultes ont plus d'occasions de se cultiver. D'un autre côté, néanmoins, la vie des enfants en dehors de l'école est souvent très mauvaise, malsaine et dangereuse. Pour beaucoup de gens, la menace perpétuelle du chômage et la faim qui l'accompagne, au milieu d'apparentes richesses, introduit des maux que la vie à la campagne peut exclure si elle se base sur les principes traditionnels de la société africaine.
Changement dans les zones rurales. La société n'a pourtant pas changé uniquement grâce à la croissance des villes. Même dans les zones rurales, la vie s'est transformée au cours des 30 dernières années. On ne trouve plus partout des fermes familiales autonomes, produisant juste de quoi se nourrir et en supplément de quoi s'acheter des vêtements et payer des impôts. Même là où on pratique encore l'agriculture de subsistance, les hommes jeunes et actifs ont souvent quitté l'exploitation pour aller en ville ou ailleurs chercher le monde moderne. Mais la différence fondamentale entre la vie rurale tanzanienne d'aujourd'hui et celle du passé naît de l'introduction à grande échelle de l'agriculture de vente. Sur de vastes étendues du pays, les paysans passent au moins une partie de leur temps, et parfois la plus grande partie, à la culture des récoltes pour la vente, comme le coton, le café, le sisal. Mais au fur et à mesure, on a souvent abandonné les vieilles traditions de vie en commun et de partage des bénéfices. Les agriculteurs ont tendance à travailler individuellement, en compétition, et non plus en coopération avec leurs voisins. En beaucoup d'endroits, les agriculteurs les plus intelligents et les plus travailleurs ont investi de leur argent, ou l'argent avancé grâce aux facilités du crédit public, à défricher davantage de terrain, à accroître leur surface arable, à utiliser de meilleurs outils, etc. Jusqu'à avoir des fermes très importantes de 10-20 acres, ou même davantage. Pour réaliser tout cela, ils ont embauché d'autres gens pour travailler pour eux. Parfois, malheureusement pas toujours, ils ont payé à ces travailleurs, pendant la période où ils étaient employés, le salaire minimum garanti. Il s'en est suivi une augmentation de la production pour la nation tout entière, c'est-à-dire un accroissement du montant des richesses produites en Tanzanie, et un enrichissement plus grand encore de l'homme qui avait lancé, possédé et dirigé la ferme agrandie. Le travail accompli par de telles personnes a montré qu'il est possible dans les zones rurales de la Tanzanie de produire assez de récoltes pour donner aux travailleurs agricoles une vie décente, de l'argent pour une maison et un mobilier correct, de la nourriture convenable, une petite réserve pour ses vieux jours. Mais à partir du moment où ce même homme agrandit sa ferme jusqu'à être obligé d'employer des ouvriers pour planter ou moissonner toute sa terre, alors le système traditionnel de l'Ujamaa est mort. Ils ne partagent plus avec d'autres personnes en fonction du travail qu'elles font, mais ils se contentent de les payer selon un salaire minimum établi. La production finale de la ferme où ont travaillé employeur et employé n'est pas partagé. L'argent obtenu par la vente de toutes les récoltes va au propriétaire. Avec cet argent, il paye ses ouvriers, d'où la disparition de l'esprit d'égalité entre tous ceux qui travaillent à la ferme, car les employés sont les serviteurs de l'homme qui les emploie. Nous assistons là au début d'un système de classe. Il se peut aussi que les employés soient payés pour travailler pendant la saison des moissons ou du sarclage, mais ne touchent rien pendant le reste de l'année. Prenons un exemple. Un planteur de coton de la région des lacs, qui travaille dur et suit toutes les règles d'une bonne gestion, pourra sans doute cultiver 3 acres de coton en plus des cultures vivrières, grâce au seul travail de sa propre famille, en admettant que tous les membres aident à la cueillette une fois le coton mûr. Si sa production atteint 1500 livres par acre, ce que certaines personnes ont déjà dépassé, et que le prix qu'ils en touchent après la déduction des frais annexes est de 46 cents la livre, il touchera 2070 shillings comptant. De cette somme, il doit simplement déduire les impôts du district. Il mange mieux, il possède sa maison et il n'a pas de loyer à payer. À part un minimum de vêtements, de réparation de sa maison et peut-être des frais de scolarisation peu élevés,
il peut disposer de son argent comme bon lui semble. Supposons maintenant que cet homme décide que l'année suivante il plantera 6 acres. Pour cela, il faudra que lui et sa famille travaillent plus dur encore. Mais en plus, ils emploieront 3 personnes pour la cueillette et le défrichage pendant une période moyenne de 3 mois, l'an. Il paiera ainsi ses ouvriers quelque chose comme 900 shillings. Mais en retour, grâce à eux, lui et sa famille toucheront 2070 shillings supplémentaires. Ainsi, l'année suivante, il aura 3240 shillings à sa disposition. Il peut soit s'agrandir davantage par l'achat d'un tracteur ou d'autres outils modernes, soit vivre mieux. Mais les 3 hommes qui, à un moment important, ont contribué par leur travail aux 1170 shillings supplémentaires devront se partager 900 shillings et pour le restant de l'année devront dépendre d'autres emplois à la tâche ou trouver un autre moyen de se procurer le strict nécessaire en nourriture, vêtements et logement. L'un progresse très vite et de plus en plus rapidement, alors que les autres reçoivent moins que s'ils travaillaient à leur propre compte. Conséquence de cette forme de développement. Si une telle forme de développement capitaliste s'installe largement dans le pays, nous bénéficierons statistiquement d'un bon accroissement de la richesse nationale, mais les masses ne s'en trouveront pas plus riches pour autant. Au contraire, au fur et à mesure que la terre deviendra plus rare, nous verrons apparaître une classe d'exploitants agricoles et une classe d'ouvriers. Et ces derniers seront incapables de travailler à leur compte ou de recevoir un juste revenu pour la contribution qu'ils apportent à la production générale. Ils deviendront un prolétariat rural, dont l'existence dépendra des décisions d'autres personnes. Une telle position implique forcément suggestion, inégalité sociale et économique et insécurité. Il est sûr qu'à l'heure actuelle, chacun a le choix entre travailler pour une tierce personne ou mener sa propre exploitation. Il semble donc, dans les circonstances que connaît la Tanzanie, qu'il n'y ait pas lieu de s'alarmer sur les conséquences d'un développement agricole capitaliste. Implications qui ne se manifesteront pas véritablement tant qu'on ne manquera pas de terre. Or, il y a déjà des pénuries locales de terrain dans les zones peuplées, fertiles et bien irriguées. Et de toute façon, si nous laissons grandir ce mode d'agriculture, nous continuerons à nous éloigner de plus en plus de notre objectif d'égalité humaine. L'agriculture capitaliste, à petite échelle, que nous connaissons actuellement, n'est pas vraiment un danger. Mais nous sommes engagés sur un mauvais chemin. Et si nous continuons à encourager ou même aider le développement du capitalisme agricole, nous ne deviendrons jamais un État socialiste. Au contraire, nous continuerons à rompre avec les concepts traditionnels de l'égalité humaine, fondés sur le partage de toutes les nécessités de la vie et sur l'obligation universelle du travail. Il existe cependant dans la vie rurale une autre institution qui a apporté un grand changement à beaucoup de paysans et qui naît, elle, des principes socialistes soucieux d'éviter l'exploitation de l'homme par l'homme. Une grande partie de la production agricole est actuellement vendue par des sociétés coopératives appartenant aux fermiers et administrées par eux. Ils travaillent ensemble pour leurs propres bénéfices. On a beaucoup critiqué le travail de nos sociétés coopératives. De nombreuses améliorations pratiques sont nécessaires si elles veulent véritablement servir les paysans et ne pas remplacer l'exploitation de l'homme par celle de l'inefficacité et de la malhonnêteté bureaucratique. Il ne fait pas pourtant aucun doute que la vente par les fermiers sans l'intervention d'intermédiaires, qui s'efforcent de payer aussi peu que possible le fermier et de recevoir autant que possible du consommateur, peut se faire au bénéfice égal des paysans et du reste de la communauté. En émettant des critiques sur les agissements des sociétés coopératives existantes, nous devons prendre garde
à ne pas blâmer les principes de la coopération. Les problèmes des coopératives sont d'ordre pratique et dépendent d'une gestion plus compétente et de meilleurs rouages commerciaux. Or, bien que les coopératives de vente soient socialistes, dans la mesure où elles rencontrent des activités combinées des producteurs, elles pourraient être des institutions socialistes au service du capitalisme. Ce n'est pas en contradiction avec la philosophie capitaliste des États-Unis d'Amérique si on y trouve des coopératives fermières toutes puissantes. Car une coopérative de vente est une institution au service des agriculteurs. Si ce sont des agriculteurs capitalistes, son existence signifiera alors qu'un groupe de capitalistes, les agriculteurs, sauvegarde leurs intérêts personnels contre un autre groupe de capitalistes, les revendeurs. Ce n'est que si la production agricole elle-même est organisée sur un schéma socialiste que les coopératives de vente seront au service du socialisme. Bilan de la situation actuelle. Essayons maintenant de faire en quelques mots le bilan de la situation actuelle du pays. La grande majorité des Tanzaniens vivent dans les zones rurales. Et la plupart sont des agriculteurs qui travaillent à leur compte et n'utilisent pas de main-d'œuvre, mais qui pratiquent à côté de quelques cultures destinées à la vente une agriculture de subsistance. Beaucoup d'entre eux tentent d'introduire des méthodes modernes, chacun dans sa ferme, tout en vivant isolément. C'est comme si chaque ouvrier essayait d'avoir sa propre usine. On trouve en plus un petit nombre d'employeurs agricoles. Certains possèdent des domaines qui emploient des centaines d'ouvriers, mais de plus en plus, bien que le nombre en reste bas, les employeurs sont des particuliers qui emploient quelques personnes pendant une partie de l'année seulement. Ça et là, dans le pays, on rencontre des groupes de gens qui travaillent dans des fermes coopératives sur une base d'égalité et de partage des bénéfices. Mais ces groupes sont si peu nombreux qu'ils n'ont pas encore d'impact réel. Si sur la production agricole totale, ni, sauf localement, sur les structures sociales en formation, ils ne sont importants que comme exemple de ce qui pourrait exister, mais n'indiquent pas ce qui est. Nous continuons donc à vivre dans une société à prédominance agricole, où les agriculteurs travaillent pour eux et pour leur famille, et sont aidés et protégés de l'exploitation par des accords de vente coopératifs. Pourtant, la tendance s'éloigne de la production familiale étendue et de l'unité sociale pour se rapprocher du développement d'un système de classe. Cette forme serait incompatible avec la croissance d'une Tanzanie socialiste où tous les citoyens recevraient l'assurance de la dignité et de l'égalité humaine et où chacun de ses enfants pourrait bénéficier d'une vie convenable et en perpétuelle amélioration. Comment nous voyons le développement de la Tanzanie ? Dans le futur immédiat, la grande majorité des Tanzaniens continuera à habiter la campagne et à cultiver la terre. La terre est la seule assise du développement de la Tanzanie. Nous n'en avons pas d'autre. Par conséquent, si notre vie rurale ne se fonde pas sur les principes du socialisme, notre pays ne sera pas socialiste. Quelle que soit notre manière d'organiser le secteur industriel ou d'aménager le commerce et la politique, le socialisme tanzanien doit être solidement fondé sur la terre de ses travailleurs. Ce qui signifie qu'il faut aménager les campagnes de façon à améliorer le niveau de vie des agriculteurs qui continueront à vivre ensemble dans l'égalité et la fraternité. Cela signifie aussi que progressivement, les avantages de la vie en ville, services, distractions et facilités personnelles, doivent devenir accessibles à ceux qui travaillent dans le secteur rural autant qu'à ceux des zones urbaines. Certains éléments essentiels conditionnent notre réussite. Le premier est que chacun travaille dur. Condition primordiale d'autant que nous ne disposons de capitaux importants qu'on pourrait investir dans des machines agricoles
qui augmenterait la productivité. Nous devons accroître la quantité des produits de la terre. Et nous devons le faire en nous servant de nos mains et de notre tête. Aucune société organisée ne peut agir autrement. Que nous soyons un pays capitaliste, socialiste, communiste, fasciste ou n'importe quoi, seul un accroissement de la production peut fournir les biens supplémentaires dont notre peuple a besoin pour l'agrément de son existence. Le type d'organisation sociale que nous adoptons affecte aussi bien la distribution des biens que nous produisons que la qualité de la vie que les gens peuvent mener. Mais il est sans rapport avec le point central, l'augmentation de la production. Chaque personne doit davantage produire en travaillant plus durement, plus longuement et avec plus d'attention. Il ne suffit pas cependant d'augmenter la production agricole. Il faut convenablement organiser les services commerciaux de telle façon que, même si la nation se trouve la proie des forces de marché internationaux qui contrôlent les prix mondiaux, nous puissions malgré tout en tirer le maximum possible et que les producteurs, c'est-à-dire les fermiers, touchent un minimum satisfaisant en échange de leur contribution à la prospérité nationale. Il faut en particulier augmenter l'efficacité du mouvement coopératif, tant que la gestion que dans sa machinerie démocratique. À côté de cela, il faut aussi un système de gouvernement local efficace et démocratique qui permette à tous de prendre leurs propres décisions sur les affaires qui les concernent directement et d'être capables de reconnaître leur propre contrôle sur les décisions de la communauté et leurs propres responsabilités dans leur application. Ce contrôle local doit cependant être organisé de façon à préserver l'unité de la nation par le travail destiné à satisfaire les besoins communs et à accomplir le développement maximum de la nation tout entière. Enfin, la société rurale, dans son ensemble, doit être construite sur la base de l'égalité de tous les habitants, de leurs obligations communes et de leurs droits communs. Il ne doit y avoir ni maître ni serviteur, mais simplement des gens qui œuvrent ensemble pour le bien de tous, et donc pour leur bien propre. Ces objectifs, nous ne les atteindrons pas si chaque particulier continue à produire pour son profit personnel. Il est sûr qu'un homme qui travaille pour lui-même et pour son profit ne souffrira pas des méfaits de l'exploitation. Mais il ne fera pas beaucoup de progrès. Il ne faut pas longtemps à un particulier qui travaille seul pour parvenir à la limite de ses possibilités. Ce n'est qu'en travaillant ensemble que les hommes peuvent dépasser ces limitations. À vrai dire, quand des êtres humains veulent accomplir de grands progrès, ils n'ont pas d'autre alternative que de combiner leurs efforts. Et il n'y a que deux méthodes pour parvenir à cette fin. Soit les contraindre à travailler ensemble, soit les laisser décider par eux-mêmes. Un propriétaire d'esclaves peut nous obliger à travailler tous ensemble pour son profit. De même, un capitaliste, inversement, nous pouvons travailler en commun pour notre bénéfice personnel. Nous atteindrons les buts que nous nous sommes fixés si la base de la vie tanzanienne se compose de communautés économiques et sociales où les gens vivent et travaillent ensemble pour le bien de tous, qui sont solidaires entre elles, de telle sorte que toutes les différentes communautés œuvrent ensemble et en coopération au bien commun de la nation tout entière. Il faut réactiver les principes qui sont à la base de la famille élargie traditionnelle. Nous pouvons commencer par des villages de familles élargies, mais qui ne resteront pas des communautés familiales, et seront certainement des communautés plus grandes que ce n'était traditionnellement le cas. En plus, il faut que ces communautés appliquent les connaissances modernes pour leur propre compte. Il faut abattre les barrières qui existent autrefois entre différents groupes pour qu'ils coopèrent dans l'accomplissement des tâches essentielles. Mais le fondement de la vie rurale en Tanzanie doit être la pratique de la coopération dans son sens le plus large. Dans la vie, dans le travail et dans la distribution,
tout en reconnaissant l'égalité absolue entre hommes et femmes. Voilà ce qui est très différent de l'organisation présente de la société et réclame un renversement de la tendance actuelle. Nous n'y parviendrons pas rapidement. L'entreprise est différente parce qu'elle tient à tout prix à maintenir l'égalité entre les hommes. Elle est différente parce que sa caractéristique dominante veut être la coopération, non la compétition, et que ses critères de réussite individuelle sont le service bien fait, non l'accumulation de biens privés. Il s'agit maintenant de voir comment organiser nos activités dans ce sens. Pas de réponse simple ou unique pour toutes les circonstances. Il importe de se rendre compte qu'à l'intérieur de l'unité de la Tanzanie, il y a aussi une telle diversité qu'il serait vain que quelques personnes à Dar es Salaam tentent d'élaborer un projet pour la production agricole et l'organisation sociale valable pour chaque région de notre vaste pays. On peut dégager des principes d'action, mais l'application de ces principes doit tenir compte des conditions géographiques et géologiques différentes de chaque région, ainsi que des variations locales dans les structures traditionnelles fondamentalement semblables. Par exemple, dans la région du Kilimandjaro, non seulement la pratique du lopin de terre individuel est presque universelle, mais encore il n'y a aucune parcelle de terre inutilisée sur la montagne. Cela détermine certains comportements sociaux et crée des problèmes familiaux qui n'existent pas ailleurs, où un jeune homme peut obtenir un terrain tout près de la ferme de son père dès qu'il est prêt à fonder sa propre famille. Aussi, certaines parties du pays souffrent d'une grande pénurie en eau, ou de pluies incertaines. Leur organisation agricole, leur densité de population, et donc leur organisation sociale, doivent inévitablement en tenir compte. Tout autant que l'organisation dans les zones bien arrosées doit profiter de ce potentiel. Les cultures sont directement concernées par cet état de choses, ainsi que le degré d'investissement dans la terre ou dans les outils nécessaires à un rendement donné. Vouloir résoudre toutes ces questions depuis Dar es Salaam serait absurde. Surtout que ce genre de variation à partir du type de sol se produit parfois à l'intérieur d'une très petite zone. L'initiative locale et l'autonomie sont essentielles. Les coutumes, elles aussi, varient jusqu'à un certain point. Les Maasai sont par tradition un peuple de pasteurs nomades, ce qui a moulé leur structure familiale, leurs croyances religieuses, etc. Elles sont donc quelque peu différentes des convictions et de l'organisation sociale des Wanyakuyusa. Par exemple, peuple traditionnellement agricole. On voit donc bien que les mesures nécessaires pour combiner rendement et égalité varieront. L'important est que les méthodes choisies ne soient pas incompatibles l'une avec l'autre, et que chacune soit conçue en fonction des circonstances particulières pour réaliser l'objectif commun. Tout à fait à part de ces considérations locales cependant, il existe un autre facteur qui empêcherait l'introduction d'une méthode d'application universelle. Il y a en effet certaines choses dont la nation dans son ensemble a un grand besoin, mais qui pourraient bien ne pas être dans l'intérêt particulier d'une localité ou d'un groupe précis d'agriculteurs. Prenons un exemple. Il peut s'avérer nécessaire, dans le but de contrôler le cours de l'eau, d'avoir des forêts aux extrémités des rivières et d'y interdire la culture ou l'élevage. Les agriculteurs de ces régions découvriront aisément que ce n'est pas dans leur intérêt, que ce serait même économiquement plus rentable de cultiver cette terre plutôt que de l'abandonner aux arbres, dont on ne peut attendre aucun revenu avant 50 ans au moins. Un autre exemple, le tourisme. Le tourisme apporte au pays une quantité importante de devises étrangères, mais n'importe quel paysan préférerait exterminer les bêtes sauvages qui mangent ses récoltes plutôt que de les protéger pour les laisser en spectacle.
Ou encore, certaines cultures réclament une lourde mécanisation ou d'autres investissements importants si on veut que leur rendement soit le plus économique. Aucun agriculteur ne pourrait s'en sortir tout seul. Même en groupement coopératif, aurait des difficultés au début à cause du capital initial considérable et du lourd fardeau de dettes qui s'ensuivrait. Pour ce genre de besoin primordial, il est essentiel qu'il y ait une action gouvernementale concrète dans le domaine de l'agriculture comme dans d'autres aspects de l'économie. Il faut qu'il y ait des forêts domaniales et des forêts sous responsabilité locale de toutes sortes. Il faut qu'il y ait des parcs nationaux contrôlés et gérés par le public, par l'intermédiaire des autorités gouvernementales ou locales. Il faut qu'il y ait d'autres zones où la chasse au gibier soit interdite ou contrôlée. En plus, il devrait y avoir des fermes d'État ou des fermes sous responsabilité locale qui s'occupent spécialement des cultures qu'on peut produire le plus économiquement pour l'exploitation ou pour la vente en ville uniquement sur une base mécanisée ou à grande échelle, ou bien là où une combinaison de la recherche et du développement est nécessaire, comme par exemple dans la ferme d'État d'élevage de bétail à Kongwa. Dans de tels cas, les méthodes agricoles traditionnelles n'ont plus leur place. Elles ne sont plus adaptées. Le choix est finalement simple. Permettre à quelques riches particuliers qui le désirent d'entreprendre un travail lucratif ou bien le laisser à la charge de l'État. En Tanzanie, il est clair qu'en règle générale, pareil projet devrait être le ressort public. Bien qu'il ne soit parfois approprié de disposer d'investissements privés ou semi-privés, dans le cas où le manque d'experts ou de capitaux pose un problème immédiat. Mais il vaut mieux que les ouvriers des plantations agricoles soient employés par la communauté dans son ensemble, ou que la communauté ait une voix dominante pour ce qui touche leur salaire et leurs conditions de travail. Grâce à cet emploi public ou semi-public, et semi-privé, les ouvriers dans les fermes destinées à la production de masse seront ainsi assurés d'être traités convenablement, et de pouvoir faire leur travail en sachant que tous les bénéfices de la ferme vont à la communauté en général ou sont utilisés dans des investissements futurs. Les travailleurs sauront que leurs efforts ne profitent pas seulement aux actionnaires de compagnies qu'ils ne connaissent pas et qui n'œuvrent pas pour faire de l'entreprise une réussite. Ainsi incluse dans l'organisation agricole et rurale d'une Tanzanie socialiste, il doit exister des entreprises d'État ou publiques sous le contrôle de directeurs salariés et qui emploient de la main-d'œuvre de la même manière que le font les usines alimentaires nationalisées. Mais ceci ne devrait concerner qu'une partie du secteur agricole. Nous n'avons pas l'intention de convertir nos paysans en salariés, même dans les fermes gouvernementales. Si nous voulons faire de notre socialisme et de notre démocratie une réalité, il faudrait au contraire adapter les structures traditionnelles de la famille africaine aux besoins modernes. En d'autres termes, nous devons nous efforcer de créer une nation où les fermes et communautés Ujamaa dominent l'économie rurale et donnent le modèle social au pays tout entier. L'agriculture Ujamaa. Dans une Tanzanie socialiste, l'organisation agricole serait alors centrée autour d'une existence et d'un travail coopératif pour le bien de tous. Cela signifie que la plus grande partie du travail agricole serait faite par des groupes de personnes qui vivent et travaillent en communauté. Ils vivraient ensemble dans un village, ils travailleraient la terre ensemble, ils organiseraient les marchés ensemble, ils s'occuperaient en tant que communauté de fournir les services locaux et de satisfaire les petits besoins locaux. Leur communauté serait le groupe familial traditionnel ou tout autre groupe de personnes vivant selon les principes de l'Ujamaa. Suffisamment grand pour prendre en considération les méthodes modernes et les besoins de l'homme du XXe siècle. La terre que cette communauté cultiverait, tous les membres l'appelleraient notre terre.
Les récoltes qu'ils feraient sur cette terre seraient nos récoltes. Ce serait notre magasin, qui approvisionnerait chaque membre en denrées de chaque jour. Ce serait notre atelier, qui ferait les briques pour construire les maisons et les autres bâtiments. Il est évident que de telles activités communautaires auraient besoin d'être organisées, d'avoir un administrateur responsable de la distribution des tâches et de leur surveillance. Il faudrait un trésorier responsable de l'argent gagné et de sa gestion, et un comité directeur capable de prendre des décisions de fonctionnement dans l'intervalle des assemblées générales. Tous ces responsables pourraient venir de la communauté, et le devraient si celle-ci doit être une véritable unité socialiste. Ce seraient des membres de la communauté, non des étrangers, bien qu'au début il puisse y avoir avantage à attacher à la réalisation de tels projets quelques conseillers, techniciens ou autres, à condition de trouver le type d'expert adéquat. De tels groupements sont possibles en Tanzanie. D'ailleurs, quelques-uns existent déjà. Il n'y a aucune raison d'attendre que le gouvernement les organise et donne toutes les instructions. Il ne serait pas censé non plus d'espérer que chaque personne qui se joint à un tel groupe soit désireuse de ne penser qu'aux intérêts de la communauté et jamais aux siens. Un tel désintéressement est rare chez l'homme, et aucune organisation sociale ne devrait être fondée sur l'espérance que tous les membres seraient des anges. Ce qu'il faut, c'est une organisation judicieuse dont la raison d'être est le profit de tous. Cela est possible si chaque membre se sent certaines responsabilités envers la communauté, et s'il peut en voir les bénéfices parce que ceux-ci le concernent, lui et son village. Ce qui est important, c'est que la communauté s'adonne à l'agriculture et vive en tant que groupe. Un investissement dans la ferme communautaire serait un investissement dans la ferme de tous les membres. Un investissement dans le village, comme une adduction d'eau potable, se ferait au profit de tout le monde. Le revenu des produits de la ferme et de toutes les autres activités de la communauté serait partagé en fonction du travail accompli et des besoins de chacun. Une petite part serait prise par les impôts et une autre, dont le montant serait fixé par les membres eux-mêmes, investie dans leurs propres affaires. Point ne serait besoin d'interdire la propriété privée des maisons ou même du bétail. Quelques membres énergiques désireront peut-être cultiver leur jardin, tout en partageant les activités de la ferme communautaire. La limite des activités privées peut bien varier d'un village à un autre, mais toujours sur la base qu'aucun membre n'ait le droit d'en exploiter un autre, ni d'exploiter un non-membre, et que tous doivent prendre une part équitable à la vie de la communauté dont ils bénéficient. En Tanzanie, un tel style de vie et de travail dans les communautés transformerait notre existence. Nous ne deviendrions pas automatiquement riches, bien que nous puissions tous devenir un peu plus riches que maintenant. Mais surtout, tout accroissement dans l'accumulation des richesses produites, selon ce système, serait à nous. Il n'appartiendrait pas juste à un ou deux particuliers, mais à tous ceux qui auraient travaillé dans ce but. En même temps, nous aurions renforcé notre égalité et notre sécurité traditionnelle. Dans une communauté villageoise, en effet, un homme qui serait vraiment malade pendant la récolte ne serait pas condamné à mourir dans la faim le restant de l'année. Les enfants de celui dont la femme est malade ne seraient pas délaissés comme cela pourrait lui arriver s'il travaillait à son compte. De telles questions ne se sont jamais posées dans le socialisme africain traditionnel, et elles seront aussi hors de propos dans notre socialisme moderne, puisqu'il repose sur les mêmes fondements. Dans chaque village ou djama, l'homme qui est malade sera soigné. Le veuf n'éprouvera pas de difficulté à ce qu'on s'occupe de ses enfants. Le village tout entier prendra soin des vieux
des célibataires, des orphelins et de tous ceux qui sont dans le malheur, comme cela était fait dans la société traditionnelle. En plus, un travail de groupe de ce genre provoquerait presque certainement un accroissement de la production et des services communautaires, ce qui profiterait à chacun. Si les membres acceptaient d'y investir un peu d'argent, on pourrait acquérir des outils modernes. On pourrait se spécialiser un peu. Par exemple, l'un serait le menuisier qui ferait les tables, les chaises, les portes et d'autres objets utiles, et ne travailler à la terre que pendant les périodes de plus grandes urgences, comme la moisson. Un autre membre serait responsable des travaux de construction. Un autre d'une crèche, où on s'occuperait des enfants, et où on leur donnerait à manger pendant que les mères sont au champ. En se répartissant ainsi les tâches entre eux, en fonction de leurs besoins propres, les villageois rendraient leur existence plus fructueuse et plus agréable. Le socialisme ou Jama en pratique. Une nation composée de telles communautés villageoises serait une nation socialiste, car l'élément essentiel en elle serait l'égalité de tous les membres de la communauté et l'autonomie des membres dans toutes les manières qui ne concerneraient que les affaires personnelles. Un village véritablement socialiste élirait ses propres administrateurs qui resteraient égaux aux autres, toujours soumis aux vœux du peuple. Ce n'est qu'en relation avec la discipline de travail qu'il y aurait tant soit peu de hiérarchie, encore que ces mêmes administrateurs se contenteraient d'agir pour le village tout entier. Prenons un exemple. Imaginons une réunion de villageois pour élire le comité et les membres du bureau, et une réunion du village pour décider d'accepter ou non, ou bien d'amender des propositions détaillées pour l'organisation du travail que le comité avait élaboré à la lumière des tendances générales issues des précédentes réunions. Supposons qu'une réunion de village à 40 membres se mette d'accord sur la création d'une ferme à coton de 40 acres et d'une ferme à culture vivrière de 40 acres. Ce serait la tâche du comité de proposer l'endroit disponible où planter les différentes cultures et de proposer les horaires et l'organisation du travail en commun sur le terrain. En même temps, le comité aurait à faire des propositions sur le travail décidé auparavant. Peut-être le creusement d'une tranchée, pour une canalisation d'eau, ou une nouvelle route, ou l'amélioration du système d'égout du village. Il présenterait ces propositions détaillées à la prochaine réunion de village. Celle-ci, une fois adoptée, ce serait le rôle du bureau de s'assurer que tous les membres appliquent la décision et de faire rapport à une réunion générale de tout problème en cours. Au fur et à mesure que le village deviendrait solide et qu'on y ressentirait davantage le besoin d'un menuisier, d'une crèche ou d'une boutique, le comité élaborerait des propositions sur la manière d'organiser ces tâches et de les faire accomplir par l'un des membres pour le bénéfice commun. Les administrateurs villageois seraient aussi chargés d'établir des liaisons avec les autres villages et avec les organes généraux du gouvernement. Ce seraient eux, ainsi, qui seraient chargés de faire toute demande d'aide extérieure, éducation, crédit, information, agricole, dont le village aurait senti le besoin de prendre les dispositions pour la vente des récoltes, l'organisation des impôts, les paiements, etc. De cette façon, seraient rétablis tous les avantages de la démocratie africaine traditionnelle ou de la sécurité sociale et de la dignité humaine, en même temps que nous nous serions préparés à tirer parti de la science moderne et des avantages qu'elle comporte. Il n'y a en effet aucune raison que peu à peu ces villages ne deviennent pas plus que de simples communautés agricoles, vendant leurs récoltes et achetant tout ce qui est manufacturé de l'extérieur.
Certaines denrées seront toujours accessibles à meilleur marché si elles sont produites en masse. Un village établi pourrait facilement en organiser la production d'autres. En coopération avec d'autres villages alentours du même type, on pourrait créer localement un système de petites industries pour le profit de tous ceux qui sont concernés.